est surprise par des policiers avec son petit ami dans une voiture et qui ensuite a été violée par les policiers qui avaient admis que c'était elle qui les avait provoqués. Après, plus récemment, à l'aéroport, il a été demandé à une femme tunisienne, une femme d'affaires, qui se rendait à Benghazi, si elle était autorisée par son mari à quitter le territoire. Et malheureusement, on pourrait multiplier comme ça les exemples, les nombreux exemples. Toutes ces évolutions sont suivies avec attention par les responsables politiques républicains et d'extrême droite aussi. Ce qui se passe en Tunisie n'est pas sans incidence sur ce qui se passe à Nice. D'abord parce qu'il y a à Nice beaucoup de Tunisiens et de Français d'origine tunisienne. Ensuite parce que la droite et l'extrême droite se servent de chaque événement qui se passe là-bas pour projeter ici et faire monter le réflexe identitaire judéo-chrétien contre les musulmans. Insidieusement, le discours évolue et l'on entend dire qu'au printemps arabe a succédé à l'automne, voire l'hiver. Mais nous ne partageons pas cette analyse. C'est surtout le printemps arabe. Et on ne peut imaginer qu'un processus révolutionnaire ne puisse aboutir en 2 ans. Nous qui avons mis plus de 80 ans à stabiliser la République. Parfois, on en vient à se demander s'il ne faudrait pas que ce printemps s'étende à toute la Méditerranée pour devenir un printemps de la Méditerranée. Ma chère Maya, ce sont donc des socialistes. Après la Révolution, ce sont donc des socialistes ici qui sont confiants dans le destin de la Tunisie, qui le reçoivent aujourd'hui, et qui ne demandent qu'à avoir des raisons d'espérer en vous. À El Gemouli, en l'appel de la Tunisie, en cette coalition de modernistes pour construire une Tunisie forte et qui devienne la référence des printemps arabes, comme on s'entend la Révolution française servie de référence à toute l'Europe. Une référence où la femme joue un rôle décisif, comme l'a toujours fait en Tunisie depuis le portugisme. Les femmes tunisiennes ont de ce point de vue une responsabilité historique, car la place de la femme en Tunisie ne sera pas sans influence sur la place de la femme dans l'ensemble des pays musulmans. Donc cet après-midi, en recevant Maya Geribi, nous recevons le plus beau des symboles. Pour nous, ça doit être un symbole. Et avant de lui, mais ce sera tout à l'heure un plaisir et une fierté de lui passer la parole. Mais je vais quand même donner la parole à Inès qui va la présenter, puisqu'elle la connaît mieux que moi. Elle connaît mieux la situation en Tunisie et elle le fera beaucoup mieux. Merci. Bonjour tout le monde, il me revient à moi de présenter Maya Geribi et j'en suis vraiment honorée à plus d'un titre. D'abord parce que je suis binationale et par mon caractère de binationale, j'interviens aussi bien ici en France qu'en Tunisie politiquement et je crois que les femmes, où qu'elles soient françaises, qu'elles soient binationales, qu'elles soient tunisiennes, ont un rôle dans le pays où elles vivent. Donc, mon rôle à moi, c'est d'intervenir ici, mais c'est aussi d'intervenir dans mon pays de naissance, dans le pays dans lequel aussi j'ai grandi. Et c'est un devoir pour moi, c'est un honneur aussi de jouer à ce jeu. Donc, il me revient aussi l'honneur de présenter Maya Geribi, parce qu'elle est aussi la secrétaire générale du parti politique auquel j'adhère en Tunisie, à savoir le Gemouli. Donc, c'est à ce titre aussi. Puis le symbole de la femme, symbole, je vous en parlerai juste maintenant. Il s'agit aujourd'hui, il y a 2 femmes dans le monde arabe qui sont à la tête d'un parti politique et Maya est la 2e femme à être à la tête d'un parti. Donc c'est vraiment une fierté, un honneur de la recevoir ici à Nice et du bonheur. Du bonheur, il faut voir les jeunes quand ils s'approchent d'elle. Vous avez plein de jeunes Tunisiens ici, de jeunes étudiants, qui pour eux, ça représente un espoir. Alors, cet espoir est né comment? C'est né, Maya, donc je reviendrai sur l'historique et tu me corrigeras si je me trompe un petit peu. Hein. Donc, elle est biologiste de formation. Et puis, très vite, elle rentre dans un des mouvements les plus forts en Tunisie, à savoir l'UGET, l'Union générale des étudiants tunisiens. Et elle adhère en même temps à la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous voyez, ça commence à forger le caractère. Hein. Elle collabore également à l'hebdomadaire indépendant RAI, qui deviendra par la suite un Mawqif, si vous voulez, c'est l'opinion en français.
Dans les années 80, elle devient membre du bureau d'études sur la condition féminine du club culturel Dar el-Haddad. Pour ceux qui le connaissent, c'est une de nos plus grandes références. Et elle participe aussi à l'Association tunisienne de lutte contre le cancer. Elle fonde ainsi, avec d'autres associations, la recherche sur la femme, sur les femmes et le développement. En 1993, elle participe à la création du Rassemblement socialiste progressiste, le RSP, et qui est devenu par la suite en 2001 le Parti démocrate progressiste connu sous l'appellation du PDP. Donc c'est, pour ne pas dire, le principal parti d'opposition. En 1986, elle devient l'une des rares femmes membres de partis politiques, à la tête d'un parti politique. De 1986 à 1991, elle est responsable à l'UNICEF et collecte des fonds et des collectes des fonds et de la communication. C'est bien ça, Maïla. Tout à fait. Voilà, je suis encore dans la bonne ligne. En 1996, elle est chargée d'études à l'Institut Larmouri, en Tunisie, un bureau d'études et de marketing, où elle devient très vite directrice générale et spécialiste des études qualitatives, en 2011. On avance, en 2006, elle est élue à la tête du PDP. Elle devient ainsi la première femme à diriger un parti politique tunisien et le deuxième au Maghreb. Le 20 octobre, du 1er octobre au 20 octobre 2007, Maya, avec son collègue Nejib Chebi, entame une grève de la faim pour protester contre une décision judiciaire expulsant leur parti de ses locaux qu'ils occupent au centre de Tunis. Un local qu'on a encore et qu'on occupe encore. Donc, le 23 octobre 2011, elle est élue membre de l'Assemblée constituante dans la circonscription de Belarus. Elle présente sa candidature aussi pour le poste de président de l'Assemblée nationale constituante et Maya obtient 68 voix contre 145 voix pour Mostafa Jafar. Le 9 avril, elle est plébiscitée secrétaire général de la nouvelle formation qui s'appelle le Parti républicain, ou plus justement El Jumhouri, lors du 5e et dernier congrès du PDP. Cette coalition regroupe 19 listes, dont 2 principaux partis, le PDP et FR. Voici un petit peu le parcours de Maya Jelibi, et je crois que j'ai fait très court, parce qu'il est bien plus riche que celui-ci. Je lui donne le micro, elle vous en parlera plus et avec plus de détails probablement. Bonsoir tout le monde, très heureuse d'être là, très intéressée par ce que vient de dire Fawzi. Je te remercie pour l'exposé que tu viens de faire et cet échange qui montre que le social, le citoyen et tout ce qui a trait aux libertés est quelque chose d'indissociable. Tu as eu l'art de nous présenter cela comme justement indissociable. Je tiens à te remercier beaucoup pour ce que tu viens de dire. J'ai été très intéressée parce que j'ai entendu, également très touchée par cette manière de nous présenter. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une partie de présentation du parcours de Maya Jelibi. Et je vous avoue que je continue à être gênée par une présentation de parcours. Très gênée également par ce qu'on appelle le symbole de la femme, ou le symbole du combat pour la démocratie, ou le symbole du militantisme. Pour 2 choses. D'abord parce que je fais partie d'une école militante qui a toujours cru en l'équipe, en travail collectif, et que toute réalisation est le fruit de tous et de l'ensemble. Donc je vous avoue que je ne sais pas me présenter, je suis très gênée lorsque j'entends telle date elle a fait, et lorsque j'entends cela, je me dis mais il y en a plein d'autres qui ont fait beaucoup plus. C'est la première raison et je la garderai toujours parce que je crois en l'équipe. Mais il y a une autre raison
et je crois, cette raison, je dois la combattre, parce que c'est féminin de ne pas valoriser ce qu'on fait. Les femmes ont tendance à ne pas être visibles, à minimiser ce qu'elles font, et bien évidemment d'autres parties le font bien mieux qu'elle à sa place, c'est-à-dire on minimise ce qu'elle fait. Et cela, je l'ai réalisé, je l'ai ressenti lorsque justement j'ai été élue pour la première fois. Moi, je suis à mon deuxième mandat, pour la première fois, donc en 1997, secrétaire général du parti. C'était sous la dictature, c'était dans une démarche très difficile où mon parti avait besoin d'une personne consensuelle. On était divisé entre un courant radical contre Ben Ali, dont je faisais partie, et un courant plus modéré, on va dire, qui disait qu'on ne pouvait pas faire face à une telle force que représentait Ben Ali, et donc il fallait un petit peu baisser le ton. Et pour pouvoir garantir ce consensus, j'étais un petit peu la personne la mieux indiquée pour cela, et je me suis présentée pour défendre ce courant radical contre Ben Ali, l'histoire nous a donné raison, et également pour garder l'unité du parti. Donc je me suis présentée en tant que candidate, enfin pour le secrétariat général, pas par des motivations féministes, je l'avoue, mais pour des considérations politiques. Et j'étais même étonnée lorsque les journalistes, et évidemment pas tunisiens, parce qu'on était sous la dictature, mais les journalistes étrangers, les agences de presse, et il faut rendre hommage à quelques journalistes tunisiens qui osaient quand même nous approcher, nous, partis d'opposition radicale, qui focalisaient sur la question de première femme à être chef de parti en Tunisie. Moi, je combattais cela pour leur dire non, il y a une mission, c'est le combat de la démocratie. Ça, c'est en deuxième lieu. Petit à petit, j'ai pris connaissance que c'est au même niveau que le combat pour la démocratie. Et que si je suis secrétaire générale, première femme à être responsable d'un parti, il faut promouvoir cela. Cela ne relève pas de la fausse modestie, de la modestie plutôt, que de nier cela, mais ça relève du devoir national, féministe, de citoyenneté, que de mettre ça en valeur pour justement dire aux autres femmes yes you can. Si moi je l'ai pu, c'est que vous pouvez le faire. Et donc, j'appelle d'ailleurs toutes les femmes qui sont à la tête d'associations, de partis politiques, qui sont là au devant de la scène, de valoriser cela, pas pour toujours apparaître dans les photos, mais surtout pour dire aux autres jeunes, aux autres femmes, vous pouvez le faire, vous aussi, et soyez plus nombreux, parce qu'on est très peu de femmes de par le monde, hein. Ça c'est un caractère ni arabe, ni musulman, ni tunisien. C'est un phénomène mondial, la visibilité des femmes au commandement des partis et des associations. Donc voilà, ça c'est une introduction qui n'était pas prévue. Sinon, je suis très heureuse de vivre cette expérience co-organisée avec le PS. Je suis heureuse également qu'on organise cela pour fêter la femme, n'est-ce pas? On voulait depuis le 8 mars programmer cette réunion, et on a pu le faire qu'aujourd'hui, et on a tenu à le faire sous la houlette de la fête de la femme. Je crois que c'est notre manière aussi de dire que nous fêtons la femme tous les jours, même un mois après, même 2 mois après. C'est également notre façon de dire au monde entier, de rappeler à tous ceux qui ont envie, qui ont besoin encore, on leur rappelle que le monde est un et que les valeurs sont une. Le monde est riche de sa pluralité, mais il est un par son socle de valeurs. Que l'on soit d'une rive ou de l'autre de la Méditerranée, on porte les mêmes valeurs et on porte le même socle de valeurs. Et il faudrait qu'on soit encore plus nombreux à nous battre pour justement la démocratie, les valeurs des droits humains, la citoyenneté, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis également doublement heureuse parce que nous partageons avec le PS pas uniquement des valeurs, mais une manière de faire, une vision et une manière de gouvernance qui est basée sur l'interaction et l'échange. C'est pour cela que j'aimerais que cette rencontre soit un moment d'échange et d'interaction. Je partirai du 9 avril, pas là où j'étais secrétaire générale, mais du 9 avril 1938. Nous venons
de commémorer en Tunisie la fête des martyrs. C'est un moment extrêmement important et très cher pour les Tunisiens, parce que l'histoire retiendra que les Tunisiens sont sortis pour demander, appeler un parlement tunisien, Parlement Tunisi. Et il y a deux dimensions extrêmement importantes. Parlement, donc des institutions représentatives, donc la démocratie. Les Tunisiens, la souveraineté. Donc dès 1938, les Tunisiens ont insisté, souligné par le sang, que la question de la souveraineté et la question de la démocratie sont deux questions indissociables, et c'est les deux versions de la dignité. L'histoire retiendra aussi que la manifestation ne n'était pas une. Il y avait deux manifestations en même temps, une manifestation d'hommes et une manifestation de femmes. Les femmes donc, sont sorties pour une revendication politique, ni sociale, ni les concernant directement, politique. Et la femme et la politique en Tunisie est une longue histoire. C'est une histoire de dualité, parfois d'ambiguïté, le social, le politique, etc. De succès, je dirais presque retentissant, il faut le dire, mais aussi d'opportunités peut-être ratées, mal saisies, en tous les cas très peu visibles ou rendues visibles. Beaucoup de gens, ceux qui suivent la Tunisie, les Tunisiens, savent que dès le début du siècle dernier, les femmes président les associations dites sociales, au caractère social. Mais en fait, c'est pour servir la nation et impliquer d'autres femmes dans l'action politique. Ont-elles choqué, dérangé? A-t-on appelé au retour de la femme au foyer? Non, bien au contraire. Des figures emblématiques de l'histoire tunisienne comme Aziza Rosmel, Amchila Belma, des gens passent, ont été encouragées par les uns et les autres, les uns, les hommes. Nombreuses ont été même encouragées par leur père à faire de l'action sociale, ou plutôt politique, sous couverture sociale. Indépendance obtenue, les femmes, fières de cette participation à ce passé militant, se lancent avec Bourguiba dans la bataille de l'enseignement, de la construction de l'État moderne et de la promotion de la famille d'une manière générale à l'époque, appelée limitation des naissances. C'est très réducteur. Est-ce qu'elles ont choqué à l'époque? Elles ont dérangé? Non. L'histoire retiendra que c'était une succession d'accumulation d'acquis. D'ailleurs, les uns et les autres, les uns, les hommes, ont toujours manifesté leur fierté de voir en Tunisie que nous avions eu la première femme médecin, la première femme arabe médecin, la première femme arabe pilote, la première femme arabe chef d'entreprise, etc., etc. Peut-être comme si on avait l'impression, on peut avoir l'impression qu'elle était un peu essoufflée, ou peut-être déçue d'une modernisation qui se fait aux dépens de la démocratisation. On assiste alors à une sorte de repli de la femme qui déserte les sphères politiques. Également parce que nous n'avions qu'un seul parti et parce que c'était le joug de la justice. Les femmes désertent l'espace politique pour exceller dans le professionnel, un peu dans l'associatif qui était sous le joug du politique, mais dans d'autres espaces, elles continuent d'exceller. Elle avance toujours, parfois dans une discrétion presque culpabilisée. Entre-temps, une autre catégorie de femmes émerge. Des intellectuelles, des opposantes, des rebelles, je dirais, ne craignant ni prison ni exclusion. Syndicalistes, journalistes, féministes ou militantes des droits humains, ces femmes, il faut leur rendre hommage. Elles ont contribué et parfois